c'est la guerre. Vous savez, c'est notre générique de Berkov dans tous ses états. C'est la guerre, nous dit le président de la République. Eh ben, Fabien Bouglet dit la même chose. Il dit, c'est la 3e guerre mondiale à commencer. C'est une guerre de l'énergie. Elle a éclaté le 26 septembre 2022 avec le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui reliaient la Russie et l'Allemagne par la mer Baltique. L'énergie, l'énergie, l'énergie. Et effectivement, vous sortez un livre passionnant, Fabien Bouglet, un livre choc sur, effectivement, en montrant que aujourd'hui, plus que jamais, l'arme, c'est l'énergie. Tout à fait, merci André Berkoff de me confier. Vous vous rappelez, il y a 2 ans déjà, lors de la sortie de mon livre sur le nucléaire, nous avions évoqué que l'Allemagne avait déclaré la guerre énergétique à la France. Nous étions vraiment en avance, 2 ans en avance. Alors, il y avait une commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. Monsieur Armand avait dit non, on ne parle surtout pas de la guerre avec l'Allemagne, parce que le couple franco-allemand... Le couple franco-allemand. Voilà, le couple franco-allemand est trop important. Et pour autant, depuis, Le Monde a fait un gros dossier sur la déclaration de guerre qu'a réalisée l'Allemagne à l'égard de la France. Challenge hier a fait un article incroyable sur justement les positions de l'Allemagne contre le nucléaire français. Et donc, effectivement, nous avions 2 ans d'avance. Eh bien, j'espère que mon livre, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, qui annonce que la 3e guerre mondiale a éclaté au grand jour avec les sabotages de Nord Stream 1 et 2, sera intégré par nos gouvernants plus rapidement que celle avec l'Allemagne, parce que finalement, en fait, c'est mon travail sur les énergies, d'abord sur les éoliennes, puis sur le nucléaire, qui m'a amené à enquêter. Donc j'avais découvert ce conflit larvé avec l'Allemagne, et en fait, en allant plus loin, en intégrant les données sur ce qui se passait en Ukraine, sur l'augmentation des factures de nos concitoyens, sur le choc gazier que nous avons connu, sur le marché européen de l'électricité. Eh bien, je me suis rendu compte, André Berkoff, qu'en réalité, en documentant avec les documents de la Maison-Blanche, les documents du Kremlin, les documents de la Commission européenne, en réalité, ce que l'on ne nous disait pas, c'est que nous étions rentrés de plein pied dans la 3e guerre mondiale et que cette guerre était une guerre de l'énergie. Alors justement, Fabien Bouglet, d'abord, est-ce que, juste un mot, est-ce qu'on sait aujourd'hui, on ne peut pas le dire, vous n'êtes pas le spécialiste de la défense, moi encore moins, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui vraiment qui a saboté Nord Stream 1 et 2 ? J'en ai fait un chapitre complet qui reprend toutes les thèses possibles qui sont intervenues. D'abord, il faudrait préciser que la question du sabotage des gazoducs russes par les États-Unis ne sont pas choses anciennes, puisque ne sont pas choses récentes. Voilà, puisque pendant la guerre froide, Ronald Reagan ne voulait pas la construction du gazoduc euro-sibérien et avait mis en place, après l'affaire Farewell, souvenez-vous, l'affaire Farewell, c'est cette affaire où François Mitterrand avait dévoilé au président Reagan qu'il y avait 400 espions russes qui faisaient de l'espionnage scientifique partout dans le monde. C'était la ligne X. Les années 80-85. Exactement. Ça, ouais. Et en fait, Gus Vess, et d'ailleurs j'ai le document de la CIA en source ouverte qui nous explique que pour contrer l'action des Russes, ils avaient mis en place des chevaux de Troie dans les systèmes de mécanique de gazoduc pour saboter le gazoduc euro-sibérien, et il y avait eu des explosions. Et donc, je dirais que l'obsession états-unienne pour les gazoducs entre la Russie et l'Europe est vraiment une obsession ancienne. Oui, ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Exactement. Etc. Alors, d'abord, aujourd'hui, en fait, il faut savoir que 2 jours après le sabotage, pendant qu'on accusait la Russie, Der Spiegel a sorti un article expliquant que la CIA, allemand très connu, CIA avait averti à l'été 2022, donc 1 mois ou 2, qu'ils avaient récupéré des conversations des services russes qui exposaient le fait qu'ils pensaient qu'un réseau ukrainien était susceptible de faire le sabotage de Nord Stream. Donc, le fait que
une équipe ukrainienne puisse saboter Nord Stream faisait partie tout de suite de la situation. Mais on a eu une guerre informationnelle, parce qu'évidemment, Nord Stream étant deux gazoducs, et on verra l'importance de Nord Stream, étant deux gazoducs qui vont livrer presque 25% de l'approvisionnement en gaz européen, à défaut de gazoducs, vous avez une tension sur le marché du gaz qui se crée, et bien surtout sûr. La nécessité d'aller chercher du gaz ailleurs qu'à Russie. Et donc, on a accusé d'abord la Russie, et en fait, progressivement, on s'est rendu compte que les moyens, les dispositifs faisait que c'était forcément une équipe organisée, parce qu'il fallait plonger à 80, j'explique tout ça dans mon livre, et surtout, on voit poindre l'intérêt américain, parce que à qui profite le crime de ce sabotage? Eh bien, le crime profite aux États-Unis, qui viennent de mettre en place depuis 2016, et là c'est un point très important, c'est que depuis 2016, les États-Unis sont indépendants énergétiquement. Ça, oui, il faut le rappeler, avant 2016, les États-Unis dépendaient de 30% de leurs ressources énergétiques, des importations de leurs ressources énergétiques. Notamment le Golfe, l'Arabie Saoudite. Exactement. Etc., maintenant, ils en ont plus besoin. D'ailleurs, c'est ce qui reconfigure les enjeux internationaux. Et donc, depuis 2016, avec le gaz de schiste qu'on va liquéfier, on va le liquéfier. Et que nous achetons au prix fort en ce moment. Eh bien, les États-Unis avaient un intérêt majeur à voir le gazoduc, qui était la source la plus importante d'approvisionnement en gaz, se faire détruire. Et en réalité, il suffit de prendre les propos de Joe Biden, qu'il avait dit le 7 février 2022. Il était en conférence de presse avec Olaf Scholz. Au moment de l'invasion russe. Quelques jours avant. Quelques jours avant, oui. Si la Russie, voilà ce qu'il dit. Si la Russie envahit l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Et lorsque le journaliste lui demande comment il fera exactement, il répond « Je vous promets que nous serons en mesure de le faire ». Donc rien n'est caché, rien n'est à l'abri des services secrets. Cette simple parole signe le fait que les États-Unis ont un intérêt majeur à avoir la possibilité d'exporter leur gaz naturel liquéfié. Et du reste, le Washington Post a fait un article tout récent sur l'enquête, parce que en réalité, il est probable qu'ils aient utilisé un commando ukrainien, mais c'est des faux passeports, on ne sait pas si ce qu'on appelle une équipe sous faux drapeau. C'est l'hypothèse quand même la plus vraisemblable. Exactement. En tout cas, Liz Truss, qui était la première ministre, il y a eu la récupération de ses données de téléphone par des hackers russes, avait dit juste quelques minutes après l'explosion des gazoducs, c'est fait, en envoyant un SMS à Rick Perry. Donc, on le voit bien, on est au cœur de cette bataille, qui est une bataille informationnelle, et on est au cœur de la problématique de l'approvisionnement du gaz, parce que le gaz est l'enjeu essentiel des prochaines décennies. Pourquoi ? Parce que l'Agence internationale de l'énergie... Le gaz, électricité, vous dites le gaz. D'abord le gaz, et ensuite l'électricité. Le gaz, l'Agence internationale de l'énergie, abordable, acceptable et abondant. Les 3 A. Et d'ailleurs, on retrouve aussi des rapports de la Russie sur le plan gaz. Pourquoi ? Parce que le gaz, c'est une énergie d'avenir qui permet surtout d'être en support des énergies intermittentes éoliennes et panneaux solaires. Et panneaux solaires, oui. Et qui émet moins de gaz. Quand elle ne marche pas, on a le gaz. Et voilà. Absolument. Et on a toute la liaison qu'il y a entre, effectivement, le développement des énergies renouvelables que veut nous imposer l'Allemagne, puisqu'elle est leader mondial des éoliennes, et surtout le projet que l'Allemagne avait avec la Russie. Parce que tout naît de Vladimir Poutine. Et j'ai là, d'ailleurs, un document inédit en France, qui est montrez-le à la caméra. Qui est, d'ailleurs, il y a même la photo de Vladimir Poutine, qui est l'article de synthèse de Vladimir Poutine en juin 1999, qui publie en 1999, qui publie à l'Institut des Mines, parce que en 1997, Vladimir Poutine défend une thèse de doctorat d'économie à l'Institut des Mines sur l'exploitation des ressources minières de Saint-Pétersbourg et de Leningrad. Oui, il n'était pas encore au pouvoir. Il n'était pas encore au pouvoir. Et ensuite, il fait une synthèse pour le magazine de l'Institut des Mines où il explique sa feuille de route. Et le titre de son article, c'est
les ressources minérales dans la stratégie de développement de l'économie russe. Et il explique, j'ai pu traduire l'article, j'ai mis des passages, comment les ressources minérales et le gaz va servir pour développer l'économie russe. Fabien Bouglet, mais il ne savait pas, Vladimir Poutine, que quelques années plus tard, Bruno Le Maire allait mettre à genoux la dite économie russe. Oui. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et on continue de parler d'économie et d'énergie avec Fabien Bouglet, puis avec vous aussi, au 0826 300 300. À tout de suite. On en a parlé, de ce qui s'est passé avec Nord Stream et les répercussions, bien sûr, avec Fabien Bouglet. Vraiment, cette chronique de cette guerre mondiale, heureusement, pour le moment froide, mais la guerre mondiale froide, c'est une guerre mondiale quand même. Et puis, on a parlé du pacte Molotov-Ribbentrop. Non, mais évidemment pas Molotov-Ribbentrop, comparaison n'est pas raison. Mais il y a eu, Fabien Bouglet, vous le dites, un pacte Poutine-Schröder. Exactement. C'est quoi, ça ? En fait, il faut comprendre que l'Allemagne a développé ce qu'on appelle l'Energiewende. C'est une idéologie qui est née d'un bouquin de l'Institut Oko en 1980 et qui prône la sortie du nucléaire et la sortie des énergies fossiles. Pour ce faire, 80. Dès 80. Ah, plus de nucléaire, plus d'énergie fossile, terminé. Et Schröder. Mais ça, c'est les écolos. Ça, c'est les écolos en Allemagne. Et à partir de 1998, Schröder commence à développer la loi de développement des renouvelables et la loi de sortie du nucléaire. Et en 2005, il devient l'agent de liaison germano-russe avec Poutine. Il est engagé pour Nord Stream. Pourquoi ? C'est Gazprom qui l'engage. C'est d'abord Nord Stream. La structure Nord Stream de Nord Stream 1. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a compris, et en particulier les entreprises chimiques, BASF, ils ont besoin d'un approvisionnement en gaz direct entre la Russie et l'Allemagne, alors que à partir de 2004, l'Ukraine, qui est le passage obligé du gaz historique, pose des problèmes politiques pour la Russie. Et donc, ce qui se passe, c'est que Schröder devient l'agent de liaison, devient l'agent du gaz et de la distribution du gaz, et l'Allemagne fait tout son processus d'Energiewende basé sur le déploiement des éoliennes et des panneaux solaires, d'ailleurs c'est son mix, et pour se détacher du charbon, déploie une relation directe de gaz, mais aussi une dépendance. Et quel est l'intérêt de l'Allemagne ? L'Allemagne a un intérêt majeur, c'est que ça lui permet de contrôler le système énergétique européen en demandant à la France de sortir du nucléaire, rappelez-vous la loi de François Hollande à 50% de la part du nucléaire, et en devenant le hub de distribution du gaz russe. Bref, ils détiennent la vassalisation de l'Europe, mais en même temps, Poutine, par ce mécanisme-là, en 20 ans, donc Nord Stream se déploie, et ensuite Nord Stream 2 se construit. Eh bien, c'est un quart, comme je le disais tout à l'heure, de la consommation européenne qui vient du gaz russe et qui passe par Nord Stream. Et de ce fait, eh bien, la Russie a vassalisé économiquement. Et ça, les États-Unis ne le supportent pas. Et donc, ils font des rapports, il y a des rapports de l'Institut Marshall. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, depuis, comme je le disais à l'instant, sont indépendants énergétiquement depuis 2016. Et donc, eux, ce qui les intéresse, c'est aussi vassaliser l'Europe. En plus, avec les travaux de Brzezinski, qui justement... Et vassaliser la Russie aussi, quand même. Et par la même extension, affaiblir la Russie. Ce qui est très intéressant, et j'ai retrouvé en 2019, quand l'Europe... commence à sentir le roussi, eh bien, je vais vous donner un propos très important de Rick Perry, le 2 mai 2019. Qui est Rick Perry ? Rick Perry, il est à l'époque le secrétaire d'État à l'énergie américain. D'accord, 2019. En 2019. D'accord. Et il signe un contrat avec Juncker pour le doublement des pour le doublement, le commissaire, le patron de l'Union européenne. L'équivalent d'Ursula. D'Ursula, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit à l'occasion de cette signature ? Il devait déclarer 75 ans, écoutez bien, 75 ans après avoir libéré l'Europe de l'occupation de l'Allemagne nazie, les États-Unis offraient à nouveau une forme de liberté au continent européen, et plutôt que sous la forme de jeunes soldats américains, c'était sous la forme de gaz naturel liquéfié. Ah, le nouveau débarquement. C'est le nouveau débarquement 2019. Mais vous voyez que quand je parle de Troisième Guerre mondiale, il suffit d'écouter les hauts dignitaires américains pour voir à quel point c'est fort. Et pour ce faire, il faut absolument que nous déployions les énergies intermittentes. Et donc,
l'Europe se retrouve dans cette situation, dans une situation épouvantable, parce que les États-Unis sont indépendants énergétiquement, la Russie est indépendante énergétiquement, mais l'Europe dépend à hauteur de 55% de ses importations d'énergie. Oui, ouais. André. Dépend, vous voulez dire, De toutes nos importations d'énergie, tout confondu, c'est 55% de notre consommation. Dans cette situation, la France, avec 45%, est le meilleur élève. L'Allemagne, 65%. Donc est complètement, et certains pays comme l'Italie, la Belgique ou la Grèce, c'est plus de 70%. Donc de nombreux pays d'Europe ont une dépendance absolue. Et c'est là qu'on voit comment, en réalité, le gaz, et en particulier les gazoducs russes, sont autant de chaînes politiques qu'utilise Vladimir Poutine, en particulier avec l'Ukraine, parce qu'il coupe le gaz en Ukraine comme rétorsion économique. Et d'ailleurs, quand il y a eu la guerre en Ukraine, rappelez-vous ce mot fort de Bruno Le Maire qui déclare la guerre économique à la Russie. D'ailleurs, Medvedev lui dit « Attention, messieurs !» Il dit sur Twitter, attention messieurs, dans l'histoire, n'oubliez pas que certaines guerres économiques ont fini en guerre totale. Oui. Et il a déclaré la guerre économique totale. L'économie russe. Voilà, mais sauf que, en réalité, ce qu'on oublie, c'est que c'est la Russie qui a coupé le robinet du gaz à l'Europe en septembre 2022, quelques jours avant le sabotage de Nord Stream. Et de ce fait, il ne faut pas oublier, c'est ce que je mentionne dans mon livre, c'est que la facture de gaz en 2022 est passée de 120 millions de dollars, 120 milliards de dollars, 120 milliards, pardon, d'euros. 120 milliards d'euros en 2021 à 400 milliards d'euros en 2022, profitant d'ailleurs à Vladimir Poutine, puisque l'explosion du prix du gaz. Et l'intérêt, c'est que l'explosion du prix du gaz qui était intervenue en 2021 à cause de la baisse de production des éoliennes en Allemagne, l'Allemagne avait dû importer énormément, a rendu rentable la diffusion du gaz naturel liquéfié américain par méthanier, parce qu'il était beaucoup plus cher que le gaz par gazoduc. Rentable, et donc, à cause du prix. Et donc, le gaz est devenu un enjeu majeur, plus que le pétrole, entre ces trois grands pays, la Russie, les États-Unis et l'Europe, en voie de vassalisation énergétique totale. Et donc, on peut dire quand même que dans cette histoire, depuis 22, l'Europe s'est tirée peut-être pas presque une balle dans le ventre plutôt qu'une balle dans le pied. Ah oui, là, elle s'est fait harakiri. Elle s'est fait, Voilà, et par le biais de l'Allemagne. Oui, c'est ça. Parce que, évidemment, l'Allemagne, Gerhard Schröder, pendant 20 ans, œuvre pour la vassalisation de l'Europe par la Russie et développe ses éoliennes. Et donc, de ce fait, l'Allemagne fait tout pour mener, en particulier en France, qui est son adversaire énergétique, des opérations contre le nucléaire français. Parce que qui est l'adversaire du gaz ? Vous en avez parlé dans votre plus récent livre. Voilà, dans le livre Nucléaire, les vérités cachées. Mais j'ai rajouté des éléments importants. C'est que, qu'est-ce qui se passe ? C'est que pour déployer le gaz russe et pour déployer le gaz américain, il faut déployer les énergies renouvelables et le nucléaire est, je dirais, le grand adversaire du gaz. Puisque en France, comme on n'a que 45% de nécessité d'importation, le nucléaire nous permet cette autonomie énergétique que nous avions mise en place dans le plan Mesmer. Donc il fallait absolument faire la guerre au nucléaire et pendant 20 ans, il y a des opérations menées par les ONG, Greenpeace, WWF. D'ailleurs, WWF, j'explique qu'il a été financé par Gazprom. J'explique que Greenpeace a été financé par les magnats du pétrole, par la fondation Rockefeller. C'est encore... André Berkoff, c'est aussi au vu de tout le monde, c'est sur le site de la fondation Rockefeller. La fondation Rockefeller, précisons, fondation américaine, issue des pétroliers américains. Et donc, on a toutes les organisations sous couvert de l'Allemagne qui font une guerre informationnelle épouvantable pour détruire le nucléaire, qui est l'adversaire puissant. Et derrière tout cela, eh bien, ce sont les États-Unis qui pilotent l'Allemagne parce que le nucléaire est l'adversaire du gaz naturel liquéfié américain, mais aussi du nucléaire américain, puisque Donald Trump
a mis en place tout un ensemble de dispositions pour relancer le nucléaire américain. On va continuer à en parler, c'est absolument passionnant, c'est la géopolitique profonde, c'est celle qu'on vit, mais dont on ne vous parle pas beaucoup, en général. On va continuer de parler de cette guerre de l'énergie, de ce nouveau conflit mondial avec Fabien Bouglet qui est notre invité du jour et avec vous aussi. Au 0826 300 300, vous nous appelez, vous avez une question, 0826 300 300. Et oui, et c'est pas un rocher dont il sort les gaz de schiste, ça Fabien Bouglet. Mais en attendant, on a fait, c'est vrai, on a montré le tableau mondial, le tableau européen, américain, etc. On va parler aussi des BRICS et de la Chine. Mais en attendant, Fabien Bouglet, il y a un problème. Les Français, dans leur quotidien, prix d'électricité, c'est même pas des hausses, c'est exponentiel. Prix du gaz, l'inflation, les produits. Et tout ça alors, effectivement, c'est à partir de quand que cette espèce de spirale infernale s'est mise en marche, de machine infernale presque, et qu'on arrive aujourd'hui à ces prix hallucinants d'électricité, de gaz. Vous avez vu combien de boulangeries ferment, d'entreprises ferment, de TPE, de PME. Enfin, c'est expliqué dans mon livre. En fait, c'est à partir du deuxième semestre 2021, au moment où les éoliennes allemandes ne fonctionnent pas. On a un record historique de baisse des régimes de vent en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est reconnu aux États-Unis, la crise électrique et énergétique en Europe est liée à la sécheresse des vents en Europe. Et à partir de ce moment-là, on a une explosion du prix du gaz qui est multipliée par 6. Et puis ensuite, et d'ailleurs, il y a les schémas dans mon livre, et ensuite, il y a la fameuse guerre économique totale que vend Bruno Le Maire à la Russie. L'embargo, etc. Et voilà. Et donc tout ça conforte le gaz. Mais comme le marché du gaz influe sur le prix de l'électricité par le marché européen de l'électricité, eh bien, l'explosion du prix du gaz fait exploser le prix de l'électricité. Et de ce fait, en plus. C'est pas vraiment indexé, mais ça dépend. Voilà. C'est pour être très rigoureux. Et du coup, ça a un impact direct sur la facture des Français, mais c'est aussi la facture industrielle. Béguincet et les sucres Béguincet sont obligés de fermer 2 usines de sucre. L'agroalimentaire, les engrais. Et donc, toute la filière agricole et agronomique est impactée, l'agroalimentaire, l'industrie, et de ce fait, ça a un impact direct sur l'ensemble des prix et crée cette dérive inflationniste qui est liée au déploiement et à la progression considérable du coût de l'énergie. Et on ne voit pas la fin, alors que l'Allemagne ferme ses dernières centrales nucléaires, que la France essaye péniblement. Je rappellerai juste rapidement, nous, on a fermé Superphénix, etc. Voilà, alors en fait, vous soulignez ce qui est très important, c'est que l'Allemagne, dans une sorte de folie destructrice, ferme ses 3 derniers réacteurs nucléaires, du coup explose ses émissions de gaz à effet de serre et de charbon, totalement obsédé. Vous savez, il y avait François de Closet qui disait la lutte antinucléaire est pour les écologistes ce que la lutte des classes est pour le communisme. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Les Grünen sont structurellement antinucléaires. Et en plus, ils sont antinucléaires en France et en Pologne. En Pologne, ils sont allés intimider les Polonais en disant nous allons agir contre vos réacteurs nucléaires. Et en France, ils mènent des opérations. Et en particulier, il faut se souvenir que dans ce magma, la France peut s'en sortir. Elle peut s'en sortir. Elle avait quand même un passé nucléaire très fort, une structure, mais etc. il y a eu quand même un sabotage extrêmement lourd. Vous avez évoqué Superphénix. Superphénix, il faut rappeler ce que c'était. En 1997, c'était la capacité d'utiliser les déchets nucléaires pour reproduire de l'électricité avec les déchets des autres centrales. Et ça s'appelle un réacteur à neutrons rapides. Et ça changeait tout, d'ailleurs, c'était fondamental. Ça changeait tout. L'Office parlementaire des choix technologiques avait précisé que nous avions plusieurs milliers d'années de combustible sur le sol français. Et c'est Lionel Jospin et Dominique Voynet, qui d'ailleurs s'en est vanté dans des vidéos qu'on trouve sur Internet, qui ont fait arrêter Superphénix pour des intérêts purement politiciens, pas pour la science. Il fallait récupérer les voix écolos. Il fallait récupérer les voix écolos. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions 30 ans d'avance sur le monde. On aurait eu Superphénix, nos soucis énergétiques d'aujourd'hui n'auraient pas lieu. C'est vraiment. Bien sûr. On aurait eu Superphénix on avait 30 ans d'avance. On aurait déployé plus tard. Qui a développé les réacteurs à neutrons rapides? Eh bien, ce sont les Russes.
Vladimir Poutine qui a déployé avec Rosatom une centrale, plusieurs réacteurs à neutrons rapides sont devenus leaders, et nous avons abandonné ce qui ressemblait à la renaissance de Superphénix avec Astrid en 2019, et qui a relancé le mécanisme, c'est-à-dire ces réacteurs à neutrons rapides. C'est Bill Gates qui a reçu plusieurs milliards du département à l'énergie américain pour lancer un réacteur à neutrons rapides aux États-Unis. Et pire, et l'Europe battue, cocu et contente. Complet. Et autre chose qui est intervenue la semaine dernière, que je voudrais donner la dimension symbolique de cette situation, c'est que John Kerry, qui était l'ancien vice-président américain, John Kerry est venu dans les pays de l'Est et il a annoncé que l'Amérique allait créer un guichet unique pour tous les pays d'Europe de l'Est qui voulaient remplacer leurs centrales au charbon par des réacteurs nucléaires. Et il a appelé vendredi dernier. Et il a appelé, écoutez bien André Berkoff, il a appelé ce guichet unique Phénix. C'est-à-dire c'est une réappropriation. Il se fout de notre gueule. C'est une réappropriation d'un terme que nous utilisions pour le parc nucléaire d'avance français. Alors c'est pas la même technologie, mais c'est symboliquement extrêmement fort. Et pourquoi ? Parce que c'est le deuxième volet de cette guerre de l'énergie, c'est la maîtrise du nucléaire. D'un côté, Vladimir Poutine, ses deux bras armés, si je puis dire, c'est d'un côté Gazprom, le gaz, et de l'autre côté Rosatom, 300 000 emplois, 350 entreprises qu'il a intégrées, c'est-à-dire qu'il a viré tout le monde. C'est l'entreprise qui fait les bombes nucléaires, et surtout Rosatom est aujourd'hui leader mondial dans les réacteurs nucléaires et fait à peu près 35 projets en cours. Par rapport à la France, ils sont nettement... Nous, on n'a que 2 projets, on a 2 constructions. Eux, ils en ont 25 en construction. Et autre chose importante, les Américains, voyant que les Russes développent aussi l'énergie nucléaire, les Américains se sont mis à redéployer dans l'Inflation Reduction Act, ce fameux plan pour lutter contre l'inflation énergétique, le nucléaire. Et chose très importante, pendant que nous, Français, nous donnons des armes à l'Ukraine et à M. Zelensky qui exige nos chars Léopard et autres armements. Et plusieurs milliards si on veut organiser les élections. Exactement. Eh bien, pendant ce temps, puisque nous sommes membres désormais du commandement intégré de l'OTAN, eh bien, pendant ce temps, Zelensky a signé avec Joe Biden la construction de 9 réacteurs nucléaires en Ukraine. Pas un seul pour les Français, pas un seul pour EDF, tout pour Westinghouse. Donc on a d'une part les sous-marins nucléaires qui nous ont échappé en Australie. On a d'autre part les 9 réacteurs. Il faut rappeler que la commande de 5 c'était 30 milliards, donc c'est aux alentours de 50 milliards pour les 9. On perd les réacteurs nucléaires qui sont construits sur le sol européen. Et on perd ces petits réacteurs modulaires qui sont en train d'être installés en Europe de l'Est. Donc, cher Fabien Bouglet, nous avons des génies. Mais on est dans une situation absolument ubuesque où on exige de l'armement et on perd tous les contrats de développement nucléaire. Il est temps. Je le dis, moi j'appelle à la mobilisation générale. Je pense qu'il est. Si on est en guerre, ce serait pas mal d'y penser. Et voilà. Et le président de la République, le gouvernement, les ministres, les élus, le patronat, les syndicats et surtout les citoyens. On va en parler justement des citoyens avec nos auditeurs, avec les éditeurs de Sud Radio. Oui, avec Emmanuel qui nous appelle depuis Pessac au 0826 300 300. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à votre invité, à toute l'équipe. Vous m'entendez bien ? Très bien. Parfait. Je reviens sur les points, mais vous en avez déjà répondu pas mal. Mais bon, sur l'histoire de Nord Stream, il faut savoir que c'est quand même la mer la plus surveillée du monde. Il y avait l'exercice militaire en même temps. Donc l'enquête est au point mort. C'est à 80 mètres de fond, c'est pas à 3000 mètres. Je veux dire, il est facile de savoir où ce qui a pu se passer. Oui, mais vous savez, Emmanuel, vous savez ce que c'est que le circulé, il n'y a rien à voir. Oui, comme la dictature, la différence entre la dictature et la démocratie. Cause toujours et ferme ta gueule. Oui, et en plus de ça, l'enquête est au point mort alors qu'ils ont tout. La réindustrialisation de la France, puisque Macron en parle tout le temps, c'est facile. Nous, on a un mégawattheure à 60 €. Les États-Unis financent les entreprises allemandes et toutes celles qui les intéressent d'ailleurs pour s'installer chez eux vu le prix de l'énergie. Donc on saurait parfaitement le faire, mais ça les Allemands n'en veulent pas. Ils sont en train de raser des champs d'éoliennes pour rouvrir des centrales à charbon. C'est quand même formidable.
formidable. Et c'est des écolos qui sont en Allemagne. Hein. On peut pas dire que ce sont l'extrême droite ou je sais pas quoi d'autre. Pareil pour le nord de la France, quand il y a des pics de pollution, c'est tout ce que nous envoient finalement les usines allemandes. Hein. Faut pas chercher bien loin. Et on avait, comme vous le disiez à l'instant, le projet alors je sais plus si c'est pas ITER, de réutilisation des déchets qui posent problème partout. Ou Astrid, voilà. Ouais. De réutilisation des déchets dont soi-disant on ne sait pas quoi faire, et ça a été complètement arrêté finalement pour nous détruire. En fait, on n'a pas des idiots à la tête de l'État, on a des traîtres. Il y a un moment, il faut nommer les choses, comme disait Albert Camus. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à traître, Fabien Bouglet, mais quand même... Quand on bousille l'entièreté d'un pays et de tous ses acquis, de ses autonomies, quand on a vendu Alstom, on a vendu quand même les turbines, parce qu'avant on avait une offre clé en main. On pouvait proposer clé en main français, 100% français. Alors, je vous rassure, on a récupéré les turbines, enfin on a perdu les brevets. Et Rosatom est obligé d'utiliser les turbines Arabelle, donc il y a des liaisons. Faut pas oublier que le point positif dans le nucléaire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nucléaire ne fait pas l'objet de sanctions, hein, et d'ailleurs ils essayent absolument de créer des sanctions, c'est que le nucléaire est un système intégré où vous avez à la fois la France qui est en partenariat avec les États-Unis et la France. Mais chacun est partenaire, mais aussi concurrent, durement concurrent. Et ça, je dirais que c'est le problème de la France de ne pas réaliser. Autre information importante, puisqu'on parlait de l'Allemagne. Il y a eu une nomination, on a entendu parler de la nomination de la directrice, vous vous souvenez de cette américaine, à la concurrence à la Commission européenne. Mais personne n'a entendu parler de cette autre nomination fondamentale en février 2022, donc quelques jours avant la guerre en Ukraine, de Jennifer Morgan. Qui est Jennifer Morgan? Elle était américaine. Nomination à quoi alors je vais vous le dire. Elle était américaine et elle est naturalisée allemande. Et elle est nommée, alors que les Grünen ont eu accès au ministère des Affaires étrangères, secrétaire d'État chargé du climat, en gros chargé des éoliennes, du ministère Grünen des Affaires étrangères du nouveau gouvernement. Mais qui est Jennifer Morgan? Jennifer Morgan était, avant sa nomination, patronne monde de Greenpeace International. Ça veut dire que l'Allemagne est devenue un pays ouvertement militant anti-nucléaire. Et pourquoi? Eh bien, pour permettre, d'une part, la diffusion du gaz naturel liquéfié américain, puisque maintenant il ne travaille plus avec les Russes, et surtout pour retarder en Europe la filière nucléaire française, qui a un atout compétitif considérable et qui peut être un concurrent et du nucléaire russe et du nucléaire américain. J'adore, Fabien Bouglet, qu'on parle encore du couple franco-allemand que l'on défend. Je crois que là, le couple franco-allemand, Madame Barbuck est venue, a été interviewée en France en parlant de chamaillerie. Mais Madame Barbuck, n'exagérez pas, vos actes de guerre contre la France sont une réalité. Les fondations qui agissent contre la France sont une réalité. On va en reparler. On n'est plus dans la chamaillerie de vieux couples. On va en reparler après la courte pause. On sera avec Patrick qui nous appellera de Bègle, là tout de suite. Et puis nous sommes en ligne avec Patrick qui nous appelle de Bègle au 0826 300 300. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. On vous écoute. Bonjour Patrick. Bonjour. Voilà, je voulais poser une question. Pourquoi EDF persiste à utiliser les réacteurs EPR, puisqu'apparemment ces réacteurs ne fonctionnent pas ou fonctionnent très mal, ont beaucoup de problèmes et coûtent des sommes mais vraiment astronomiques. Voilà, donc. Alors, c'est une question intéressante. C'est justement suite à la dégradation de la filière nucléaire depuis l'accord Jospin-Voynet, nous avons arrêté de construire tout nouveau réacteur à eau pressurisée, ce qu'on appelle les réacteurs à eau pressurisée. Et il a fallu du temps pour relancer un réacteur, et c'est le fameux Flamanville numéro 3, qui est l'EPR en construction. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu un saut technologique. Il y a eu, on a construit un réacteur qui était de 1650 mégawatts, et donc de ce fait, en plus on l'a fait avec les Allemands, qui nous ont un peu mis le couteau dans le dos, et donc c'est un premier d'une nouvelle série, si vous voulez. Et donc forcément les prototypes coûtent beaucoup plus cher, mais ce sera amorti avec les 6 réacteurs qui vont être en construction et bientôt les 14. Le premier d'une série coûte toujours plus cher, mais ça c'est dans l'industrie, c'est partout pareil. Juste un mot, Fabien Bouglet, avant de parler. Est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager, si je dis bien les responsables font leur boulot, ce qui reste à voir, qu'on peut retrouver une véritable indépendance nucléaire?
la France. Oui, totalement. C'est totalement possible. On a juste fermé Fessenheim et on a encore 56 réacteurs en activité qui peuvent fonctionner 20 à 30 ans. Par contre, il faut accélérer. Il faut aller au plus vite. Et c'est tout le problème, c'est que aujourd'hui, au niveau de la Commission européenne, on a une Allemagne extrêmement belliqueuse qui veut empêcher le développement du nucléaire en empêchant que la France puisse bénéficier des financements européens, puisse bénéficier de la capacité de faire de l'hydrogène avec les nouveaux réacteurs nucléaires. Et donc, l'Allemagne met en disant il faut développer les renouvelables. À telle enseigne que depuis que nous avions annoncé la guerre entre la France et l'Allemagne, depuis lors, eh bien, il y a aujourd'hui 2 clubs dans l'Union européenne. Il y a le club de l'énergie nucléaire, dirigé par la France avec Agnès Pannier-Runacher, qui compte 15 pays, plus la Grande-Bretagne. Alors c'est assez amusant parce que la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne revient par la petite porte au travers du nucléaire. Et on y reviendra. Et l'autre club, c'est le club des renouvelables. L'Allemagne, l'Autriche, et on a une cassure très forte dans l'Union européenne. Et ce qui est très intéressant, c'est que Agnès Pannier-Runacher, qui prônait le en même temps, puisque nous faisons des renouvelables, soi-disant, et du nucléaire, eh bien, s'est vue refuser à 2 reprises l'accès à la réunion du club des renouvelables. Nous avons eu 2 impairs. Nous devrions pouvoir claquer la porte et dire attention. Et on n'a pas claqué cette porte. Et on n'a rien dit. Mais ce qui est grave, ce qui est très très grave par rapport à l'Union européenne, c'est qu'il faut revenir au soubassement et qui peut conduire à l'éclatement de l'Union européenne. C'est que l'Union européenne s'est créée en 1957, et ça je voudrais le rappeler, avec 2 traités. Le traité de la Communauté européenne économique, signé à Rome. Avant c'était charbon-acier, on se rappelle. Avant charbon-acier qui était un échec. Et ensuite, c'est la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le traité Euratom. Et pourquoi nous avons créé l'Union européenne? Parce qu'il y a eu la crise du canal de Suez qui a justement impacté sur nos ressources énergétiques. Et donc l'Europe a été créée sur le fondement, il y avait même l'Allemagne de l'Ouest, sur le fondement du nucléaire et du développement du nucléaire. Et donc l'Allemagne, avec son petit jeu belliqueux contre la France et l'énergie nucléaire en Europe, remet en cause les fondements de l'Union européenne elle-même. C'est d'une importance capitale. Tout à fait. On remercie Patrick qui nous a appelé de Bègle et on accueille tout de suite Chantal qui nous appelle de Bastia en Corse. Bonjour Chantal. Oui, bonjour Chantal. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Alors moi j'aurais une question parce que bon, on parle quand même aussi de notre argent en tant que contribuable. Bien sûr. Nord Stream 2, quand ils l'ont fait sauter, Nord Stream 1, 2, je veux dire pourquoi l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Angleterre n'ont pas fait elles-mêmes l'enquête, puisque c'était les financeurs principaux avec la Russie. L'Allemagne, les États-Unis, eux, nous imposent imposent à l'Europe des sanctions, alors qu'eux, ils continuent à acheter l'uranium à la Russie. Et pourquoi nous ne prenons pas, il n'y a pas 36 solutions, où on décide de sortir de l'Union européenne, puisqu'on voit que de toute façon ça ne marche plus et que l'Allemagne depuis des années nous mettent des pots de banane constamment, et pourquoi nos élus ne sont pas capables de défendre les intérêts de la France, parce que qui dit guerre énergétique dit guerre économique. Donc je ne comprends pas. Alors sur ce dernier point, je voudrais rappeler les travaux de la commission d'enquête parlementaire de monsieur Armand, dont le rapporteur député Renaissance Armand et le député monsieur Schellenberger DLR. Dans cette commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, ils n'ont abordé que la question de l'histoire du sabotage du nucléaire par les organisations politiques. Ont été totalement occultés cette dimension géopolitique, cette dimension de relation avec l'Allemagne, et même, c'est assumé, ils ont dit on ne veut pas parler des relations avec l'Allemagne. Donc, il y a, madame, vous avez parfaitement raison, non pas le fait que nos gouvernants ou nos élus ne souhaitent pas en parler, mais il y a un déni de réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'émets l'alerte et que je dis au gouvernement, travaillez sur la question de la guerre énergétique. Oui, mais Fabien Bouglet, vous venez dire s'il y a déni de réalité, et c'est qu'ils ne souhaitent pas en parler. Eh bien, il va falloir qu'ils en parlent. Et je suis là, mon livre répond à cette attente de mettre sur le débat public et
Qu'on l'on conteste mes sources, il y a 400 à 500 sources officielles du Kremlin, de la Maison-Blanche, de la Commission européenne. J'attends une réponse officielle par rapport à cet élément. Parce que là, nous sommes dans une situation d'urgence, et vous l'avez souligné, parce que cette guerre de l'énergie, elle a un impact concret sur les entreprises, sur leur vie, sur leurs factures, sur toute l'économie. C'est le sang. L'énergie, c'est le sang de notre... Et on a Monsieur Jancovici qui nous dit on va limiter le nombre de voyages en avion. On va faire de la décroissance. Mais la décroissance, c'est la pauvreté. La décroissance, c'est le fait qu'on ne dispose plus de services publics de qualité. Moi, au contraire, je parle d'abondance électrique. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre, je prône des grandes mesures pour assurer l'indépendance énergétique de la France et de l'Europe. Oui, mais Fabien Bouglet, alors le vrai problème aujourd'hui, avant de redonner une... Est-ce que le vrai problème, c'est que, vu ce qui se passe, alors évidemment, et vous appelez, vous faites très bien, et votre livre est très nécessaire de ce point de vue-là, d'appeler effectivement à un réveil et à une lucidité, mais s'il y a, je ne parle même pas de la mauvaise volonté ou de quoi que ce soit, mais sinon, est-ce que ce n'est pas la confrontation ouverte? C'est-à-dire, cette guerre, est-ce qu'elle ne peut pas venir, je ne dirais pas chaude, mais cette guerre, est-ce qu'elle ne peut pas venir plus active? On n'a pas eu le temps, on n'a pas le temps de parler des BRICS et de tout ce qui se passe au niveau de la Chine, etc. Cette guerre est mondiale, hein, la guerre de l'énergie. Elle est mondiale. Donc, est-ce que ça ne peut pas se transformer en véritablement coexistence beaucoup moins pacifique? Parce qu'on espère la coexistence pacifique. Eh bien, écoutez, Medvedev, qui est l'ancien président russe, qui est un haut dignitaire de la Russie, a fait des annonces en décembre 2022 en disant « Nous allons assister en 2023 à l'émergence d'un 4e Reich en Allemagne, piloté par l'Allemagne, et une confrontation... » C'est la propagande de Medvedev. Oui, mais une confrontation avec le bloc piloté par la France. Et on voit bien que ces deux blocs... Et on voit bien que ces deux blocs, l'Alliance des renouvelables, l'Alliance Energiewende 2 et l'Alliance du nucléaire se déploient. Parce qu'il ne faut pas oublier Schuman, un des créateurs Robert Schuman. Il voulait une collaboration et une coopération entre les pays en Europe pour assurer la paix par les échanges industriels sur le charbon et l'acier, puis avec l'Euratom sur le nucléaire. C'est-à-dire que l'Europe joue avec l'Allemagne joue avec le feu avec l'Europe. Ce n'est pas à la France de sortir de l'Union européenne, c'est à l'Allemagne de rentrer dans le rang de l'esprit et de la lettre des institutions européennes. Et le fait que la France ait regroupé plus de 16 pays autour d'elle, autour du nucléaire, peut-être envisager que, en réalité, l'Union se casse en deux entre le bloc historique de l'Union européenne basé sur le nucléaire. Oui, moi je pense que si l'Allemagne continue sa religion antinucléaire et ne prenne pas de raison par rapport au sujet. Et d'ailleurs, Madame Barbuck, ministre des Affaires étrangères, qui a fait son interview en France la semaine dernière, ne donne pas un sentiment d'apaisement sur cette question. Eh bien, je pense que l'Allemagne devra à un moment choisir entre rester dans l'Union européenne avec ses alliés ou quitter l'Union européenne. Mais effectivement, si il n'y a pas ce déploiement de l'énergie nucléaire, pourquoi on a besoin d'énergie nucléaire? C'est pas avec quelques éoliennes et des panneaux solaires qu'on va construire des sous-marins, des porte-avions ou des tanks. Il nous faut une électricité puissante. Seul le nucléaire peut le faire sur notre territoire avec un nouveau nucléaire. Et c'est pour ça que moi je prône un plan nucléaire européen, un grand plan qui est l'équivalent du plan Mesmer que nous avons connu en France. Au moment de la crise, d'ailleurs, c'était pour répondre à la crise pétrolière de 1973. Et je pense qu'en réalité, en Europe, nous devons déployer un grand plan nucléaire européen en développant les nouveaux réacteurs à neutrons rapides, les nouvelles générations de réacteurs et les centrales à eau pressurisée d'anciens modèles. Et l'Allemagne doit, à un moment ou à un autre, obtempérer, parce qu'autrement, nous arrivons à une situation très compliquée, à la fois pour nos concitoyens et à la fois en Europe. Nous avons la Chine, sauf que nous avons la Russie, sauf que nous avons ça, c'est très bien la situation idéale, mais vous savez très bien que c'est en théorie, ça va très bien, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Merci beaucoup, Fabien Bouglet, d'avoir été avec nous. Merci, André Berkoff. Je rappelle ce livre, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Ça sort demain en librairie, c'est aux éditions du Rocher. Tout de suite,